Waouh, c'est super ici. Fais gaffe, on va se perdre. Il fait noir. Et attends-moi. Le trésor, on va le trouver. On se dit qu'à n'importe quel endroit, ça peut s'effondrer. C'est devenu un bâtiment extrêmement dangereux parce que tout a pourri sur place. Et donc, ouais, j'y ressens une certaine angoisse, en fait. C'est un endroit un petit peu étouffant, oppressant, ouais. On se dit danger, quoi. Une fois, effectivement, on a été pris d'un gros doute sur comment on fait pour ressortir. Moi, j'avais très peur des araignées, des rats. Après, l'étape d'après, c'était les fantômes. J'étais parcouru quelquefois par une envie de trésor lointain. Bon, on savait pas, hein, ça pouvait être tout. Même dans ma tête d'ado, un fantôme, un mort, quoi. La plus grosse frayeur, qui n'était pas forcément le plus gros risque, c'était de se faire attraper. Risquer de se faire attraper. Jouer à se faire peur. Le pouvoir de l'enfant, c'est de savoir tout transformer. Un rien devient un mystère. Alors quand, enfant, on habite une ville comme Verdun, ce rien peut vous faire toucher du doigt l'aventure, la vraie. Celle du genre Club des 5, Lara Croft ou Indiana Jones. Nous ne parlerons pas de 14-18, de la boue et des tranchées. Le Verdun que nous allons découvrir a 2000 ans. Il a connu tour à tour le pouvoir des religieux, des militaires et des marchands. 80 générations d'adultes ont eu le temps et les moyens de construire ce qui allait devenir de merveilleux terrains de jeu pour quelques garnements. Les vilains garnements reviennent, 25 ans après, nous raconter les mystères de leur adolescence et de leur ville natale. Ce qui est assez marrant, c'est qu'encore aujourd'hui, je me dis, alors qu'on est en train de déambuler ici, ça se trouve, il y a une entrée qu'on n'a pas trouvée. Et je regarde où je mets les pieds parce que je me dis qu'il y a peut-être un regard. Parce qu'on avait appris à détecter les endroits qui étaient propices pour ça. On avait commencé à réfléchir un peu comme les bâtisseurs qui avaient construit ces lieux-là. C'est qu'on se disait, bah, si nous on tenait, bah, voilà, ça pourrait être. Mais une fois de plus, ce n'est qu'un canal d'évacuation. Je crois que le panneau danger accès interdit n'était pas là. D'ailleurs, quand bien même il aurait été là, ça n'aurait pas changé grand-chose. On ne savait pas lire à cet âge-là. Pour Herri, qui avait 13 ans, Verdun était la ville militaire, faite des mystères de sa citadelle, de ses forts et de ses remparts. Pour Véronique, que de souvenirs derrière cette porte. Plein de choses vécues, bien sûr, plein de frayeurs aussi, beaucoup. Est-ce que ça va me faire la même chose aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque... Bon. C'est là que l'aventure commence. pour Véronique, le Verdun était celui des commerçants, comme ses parents et les amis de ses parents. L'aventure, la vraie, se nichait dans les caves de la ville. On attendait la nuit tombée, plus un bruit, on essayait d'en faire le moins possible. Parce qu'évidemment, il y avait des gens qui habitaient au-dessus, la grand-mère de mon amie, et il fallait attendre qu'elle dorme, bien sûr, pour pas qu'elle nous demande ce qu'on allait faire. Donc on allait à pas de loup, nous descendions à pas de loup, et voilà.
L'image intacte, jusqu'au filet de patate. Tu te dis, on va découvrir des trucs, quoi. Je crois que ça fait partie de la motivation, même si on revient le plus souvent complètement bredouille. Mais l'idée qu'on va découvrir des trucs, que peut-être on va être comme des explorateurs découvreurs, comme les explorateurs anglais et américains qui, dans les années 20, ont découvert la tombe de Toutankhamon. Et ouais, quand j'étais gamin, je crois que j'ai souvenir qu'il y avait une grande exposition à Paris, au musée du Louvre, peut-être au Grand Palais, sur le trésor de Toutankhamon. C'est des trucs que je regardais dans les livres d'art qu'avait mon père, etc. Et c'est vrai qu'on se dit, tiens, finalement, ouais, voilà, on va peut-être découvrir une momie, enfin quelque chose quoi, d'étonnant, quoi. On sera peut-être célèbre. Pour voyager, chacun avait ses trucs. Si Herri puisait dans les aventures des pionniers, Véronique se grimait déjà pour se raconter des histoires. Tous les repas dominicaux, je courais dans la chambre de ma grand-mère en catimini, piquer les soutiens-gorge et les jartelles de ma grand-mère pour faire des arrivées triomphantes au dessert, à chaque fois avec un personnage différent. Alors maintenant, j'ai quelques bribes, hein, mais c'est ma famille qui me le redit à chaque fois. Il n'y avait pas un dimanche sans que tu viennes faire un personnage nouveau à chaque fois. Faire l'actrice. C'est ça au fond. Mais c'est là le fond de l'histoire. Tu joues un rôle. Jean-Luc, lui, était bien plus méthodique. Alors, il me manque un morceau. Normalement, il y a un lieu, mais j'essaye de me repérer. C'est pas facile. J'aurais tendance à penser qu'il était peut-être plutôt ici, parce que c'était avec une pierre qu'on avait soulevée, et effectivement, en dessous, il y avait une pièce. Qui était un cul-de-sac, mais qu'on a essayé de déblayer en s'éclairant, en brûlant divers trucs, et où on a dû finir par sortir en catastrophe parce qu'on était moitié asphyxié. Je crois que c'était par ici, hein, mais ça pourrait être ici. Ouais. Quand Herri pénétrait le Verdun militaire, quand Véronique s'adonnait au mystère du Verdun des civils, Jean-Luc partageait les antres du Verdun religieux. Dans leurs aventures, tous défiaient l'adulte. Tous les parents verdunois empêchaient leurs enfants d'aller dans les souterrains, dans les boîtes d'Ouaumont encore pire, et non, on leur disait pas, bien sûr. C'était ça qui était magique, c'était de pas leur dire, justement, pour avoir l'impression de vivre des choses secrètes. Quand on est gamin, on est complètement insouciant, quoi. On est inconscient, quoi. Je veux dire, mes parents auraient su où je traînais, tout ce que je faisais, etc. Ils m'auraient dit, ils m'auraient enchaîné à la maison, quoi. Après, on découvre qu'effectivement, on a plus de chances de devenir célèbre dans la rubrique faits divers de l'Est républicain, c'est-à-dire des gamins blessés dans un fort, tombés au fond d'un trou, qui se sont pris un mur de pierre qui s'est effondré par surprise. Et effectivement, moi j'ai souvenir, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, j'ai souvenir qu'il ne se passait pas une année sans qu'il y ait un accident. Mais de quoi as-tu peur, lui ai-je demandé. Dis-le-moi, tu peux me le dire. J'ai peur. C'est ce qu'il a dit. Oui, je sais. Tu as peur d'avoir peur. Oui. C'est ce qu'il a dit. Moi aussi. Je me faisais plus peur avec les toiles d'araignée qu'avec les monstres, hein, dans les souterrains. Jouer à se faire peur et gagner. Ce fut la réussite de Jean-Luc, qui revient pour nous sur ses années au grand séminaire. Il faut vraiment un gros effort d'imagination pour se rappeler la cour telle qu'elle était. J'ai vraiment hâte de voir comment c'est en dessous parce que le dessus ne ressemble plus à ce que j'avais à l'esprit.
Le grand séminaire, c'était un foyer de lycéens installé devant les tours de la cathédrale. Des tours interdites parce que trop dangereuses, donc un peu trop tentantes. Ah, j'avais oublié cette échelle-là. Oui, alors effectivement, on passe par derrière tout le long là, et pour accéder au tour de la cathédrale, on grimpait sur cette petite échelle en fer. Ouais. Toujours avec moult précautions, le risque étant qu'il y ait un éventuel touriste dans le cloître. Ah oui, cette petite échelle-là, c'est rigolo, je n'avais pas le souvenir, mais à la revoir, je nous revois dessus. Hein, et surtout, la rapidité nécessaire dont il fallait faire preuve quand on montait ou quand on descendait. Ce qui était plus facile en montant d'ailleurs qu'en descendant. Fallait pas avoir le vertige finalement. Pourquoi grimper? Quand on a 13 ans, on grimpe pour rien, pour se faire peur et se faire prendre. On grimpe pour découvrir un lieu prohibé, pour tester ses limites. Et surtout, pour graver ses initiales sur les pierres du clocher. Et puis, il y a ce qu'on croit être les grandes découvertes. Au cœur du cœur, derrière une porte dérobée. Oh, le trône caché, celui des grands évêques de Verdun, de ceux qui, pendant 1500 ans, ont dirigé la ville. Plus de 100 évêques, 3 cardinaux, un pape et 12 saints. Autant de légendes, d'histoires et d'aventures qui ont eu le pouvoir de faire fantasmer les gamins. Donc là, c'est les vitraux dont je vous parlais tout à l'heure quand on s'acheminait par le haut à partir des terrasses zinguées qui sont derrière la toiture qui surplombe le cloître. C'est sur toute cette partie-là où il fallait ramper pour éviter d'être aperçu, parce que vous imaginez bien qu'en se tenant debout, on était clairement visible. D'ailleurs, poussé par la curiosité, souvent on jetait quand même un petit œil, et c'est vrai que les vitraux sont tellement translucides et tellement peu denses en couleur qu'on voyait les touristes éventuels qui étaient dans la cathédrale. Au même moment, à l'autre bout de la ville, d'autres explorateurs en herbe jouaient les Indiana Jones des remparts de la citadelle. Alors ça paraît tout petit maintenant, mais quand on est gamin, ici, c'est comme une véritable ville souterraine. Hein. Je dois avoir une petite allumette. C'est des allumettes de ménage. Voilà. C'est les seules allumettes qu'on puisse avoir quand on est gamin, c'est-à-dire celles qu'on pique sur la cuisinière, à la maison. Après, avec une petite boîte d'allumettes, on fait à peu près tout ce qu'on veut. Hein. Ce qui nous arrivait le plus souvent, c'était de nous brûler les doigts, parce que les allumettes, elles sont toujours trop courtes pour ce qu'on a besoin de faire, et donc c'était toujours notre premier problème. Le retour à la maison était parfois problématique, parce que quand on arrivait et puis que maman disait « De toute façon, la fumée ici », il fallait expliquer. Oui, mais ils ne consomment pas du soda ici maintenant. Hein. Alors là, on arrive sur la Grand Place. C'est quand même un endroit idéal. Il y a des pierres un peu partout pour se poser. Il y a l'embarras du choix pour les casemates. Des petites, des grandes.
Alors, je regarde les arbres ici et puis je me dis, souvent dans les histoires, on raconte que les arbres sont marqués avec des cœurs, des flèches, des symboles. Nous, notre bande de garçons, les filles ne nous intéressaient pas. Ce qui nous plaisait, c'était de nous amuser et de vivre des aventures. Voilà, ça c'était ici notre terrain de jeu. Les tours de la cathédrale, c'était bien. Mais les cryptes, les profondeurs, le ventre du bâtiment, c'était mieux. Surtout si on consacrait ces mercredis à d'improbables recherches souterraines, au décryptage de peintures médiévales qui, le petit Jean-Luc Antin, contenait des messages codés. Dans la crypte, comme on n'a jamais trouvé de souterrain véritablement, on a toujours soupçonné que ça puisse arriver sous l'autel. L'analyse étant de dire que c'est pas possible qu'une crypte, il n'y ait pas un souterrain qui conduise, parce que c'est vraiment le lieu le plus mystérieux de la cathédrale. Enfin, Comment ne pas rêver devant ce lieu de pouvoir qui dominait Verdun et sa ville basse, comme organisé tout autour de l'évêché. On va déjà mettre premièrement comment s'organise une ville médiévale. Une concentration de maisons, développée autour d'un point remarquable. Un point remarquable, favorable soit à la défense, soit au commerce. À Verdun, nous avons, et c'est une situation très favorable, une colline facile à défendre et un point de passage sur un fleuve. Sur ce point remarquable, notre lycéen Jean-Luc continuait ses recherches. ah ben, le passage est fermé. Mais bon, allez, on va faire comme il y a 25 ans, on va transgresser. Ouh, c'est herbeux. Alors là, ça va quand même pas être facile de retrouver. J'aurais tendance à dire que c'est quand même plutôt au niveau des terrasses là-bas que se trouvait notre point d'accès principal au souterrain. La difficulté, c'était de ne pas être repéré. Donc une des techniques, ça consistait notamment à allonger le bâtiment pour ne pas qu'il y ait de recul pour ceux qui étaient au premier étage. Normalement, il y a un accès, il y a un puits qui doit se balader quelque part par là. Bon, ça me paraît petit. Je vais vérifier. Non, là, c'est simplement un gare d'évacuation des eaux. Alors, c'est pas celui-là. De mémoire, il était rond. De génération en génération, les élèves du grand séminaire se transmettaient le secret de l'entrée des souterrains de l'évêque. Il fallait trouver le puits, y descendre, puis se faufiler 4 mètres plus bas dans une galerie. Mais c'était il y a 25 ans. Il faut se rendre à l'évidence, c'est que les portes du bonheur, quand on était ado, sont devenues simplement un regard d'écoulement des eaux. C'est un peu une déception parce que j'aurais bien aimé revoir la pique parce que c'est un peu vertigineux. On était venu avec une corde et la corde était trop courte. La corde était trop courte, c'est mieux. Et ben, la seule solution, c'est de repasser en fait par le palais épiscopal pour rentrer par la petite porte. Ouais. Moi, ça a quand même beaucoup moins de saveur que d'essayer de le faire discrètement. Te soucie de rien. Chambre 326. Je fermerai pas la porte à clé. Le terrain de jeu de Jean-Luc n'est plus. Alors ça, c'est des escaliers qu'on a foulés. Il n'y avait pas un guide devant avec les clés. Ah. Le grand séminaire a disparu. Le palais épiscopal est devenu un centre mondial.
Ces galeries sont aujourd'hui exploitées. Ah oui, je me rappelle de cette roue-là, oui. La légende voulait qu'il y ait vraiment plusieurs niveaux de souterrain, et notamment ici, on s'est toujours demandé, parce qu'on ne voit pas très très bien au fond si ça repart. Ah, l'écho, c'est un écho d'époque. Hein. Ouais. Là, pour le coup, je suis projeté 25 ans en arrière. Déjà parce qu'il y a tout un tas d'accessoires d'époque, enfin, qui ont précédé d'ailleurs notre époque, hein, ne serait-ce que la poulie qui était là au-dessus du puits, parce qu'il reste la fraîcheur des locaux, donc c'est plus des sensations hein, que des images d'ailleurs. Donc là on doit être on est en dessous de la cour d'honneur. Ouais. Moi je devrais arriver à me baisser. Hein. C'est vraiment avec plaisir que j'ai franchi la chaîne avec marqué accès interdit. Parce qu'effectivement, ce qui n'est pas d'époque, c'est de se promener avec quelqu'un qui a les clés. Et une partie de l'intérêt, on va dire, de l'exploration des souterrains de la cathédrale résidait dans l'interdit, dans le fait de se sentir sur les pas de gens qui avaient probablement guerroyé. Personne n'a guerroyé ici. Mais braver les adultes et leurs interdits, ça marque une enfance. L'aventurier de 13 ans n'est jamais loin. Vous n'avez pas la clé, là? Non. Vous ne seriez pas là, j'aurais peut-être essayé de forcer la porte, mais comme il y a du monde, je ne vais pas le faire. Ouais, il faudrait reprendre les recherches qu'on a abandonnées il y a quelques années maintenant. Ouais. L'adolescent s'imaginait dans un souterrain. Il était dans une galerie de service qu'employait le personnel de l'évêque pour passer d'un bâtiment à l'autre. À côté de l'ancien terrain de jeu de Jean-Luc, à quelques centaines de mètres des tours de la cathédrale, le terrain de jeu du jeune Héry, les mystères du domaine militaire. Sur l'endroit le plus haut que celui de la cathédrale, les militaires de Louis XIV avaient investi la prestigieuse abbaye Saint-Vanne. Ils en utilisèrent une partie des pierres pour construire une gigantesque citadelle qui va dominer la ville. Au milieu des bâtiments militaires, les ruines de cette tour marquent la fin de l'emprise religieuse. Avec le XVIIe siècle, c'est un nouveau Verdun qui va naître, avec ses nouveaux secrets. Pour les enfants de Verdun, la citadelle, c'était la cité interdite. Le long du rempart, en fait. Ici. Est-ce qu'elles sont visibles ici? Cité interdite parce que militaire. Cité interdite parce qu'elle est en partie souterraine. Et qu'il fallait être bien malin pour oser arpenter ces dizaines de kilomètres de souterrain. Héry, aujourd'hui professeur d'histoire, se fait offrir cette visite si longtemps clandestine. C'est marrant parce que le sol, sablonneux, il est piqué de petits trous. C'est les gouttes d'eau qui tombent de la voûte qui ont fait ça. Pierre rigoureusement taillée, marque de tailleur. Tout ça maçonné avec un joint hyper fin. C'est très très beau. Et puis les petites embrasures, les petits créneaux de fusillade, ouais. Avec à chaque fois au-dessus la ventilation pour les fumées. Parce qu'à l'époque, effectivement, c'était pas des poudres sans fumée. Hein.
Ah oui, alors il y a des petites cheminées de ventilation. C'est bien pensé. Petites cheminées qui font au moins, pourquoi, il y a 6-7 mètres, non? Mais on raconte que sur les, enfin d'après les chroniques et les textes, on a que sur le chantier de construction, le gros chantier des années 1625-1635, il y a eu jusqu'à 3000 ouvriers sur la construction de la citadelle. Charpentiers, tailleurs, manutentionnaires, terrassiers de tous bords. Et qu'on embauchait même la main-d'œuvre sous forme de corvée, la main-d'œuvre verdenoise. Et que ça faisait râler parce que les habitants du secteur n'étaient pas très contents d'être réquisitionnés. Là, on voit bien, effectivement. Mais elle est impressionnante, cette montée, la tête cheminée. Alors ça c'est le symbole. C'est le symbole de la victoire du militaire sur le religieux. Alors, le militaire, pour construire son rempart, récupère les pierres tombales des églises et cimetières qui étaient situés sur le mont Saint-Vanne. Et plutôt que de payer une belle pierre à tailler, il se dit, elle est déjà toute prête. Comme je dis, c'est le goupillon au service du sabre. Au-dessus des galeries, la citadelle représente une emprise de plus de 40 hectares. Et là, attention, l'escalier est particulièrement glissant. Ouais. Tout contre Verdun, c'est une ville, avec ses rues, ses bastions, ses casernes. Mais il y a une fiesta sur le dehors là. Ah, c'est la foire de mai, d'accord. Ah bah oui. Alors donc ici, c'est vraiment un lieu magique. La rue. Une ville à l'intérieur du lieu. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y a une galerie qui fait le tour. Ça, c'est très impressionnant. Quand l'adolescent jouait sur les remparts, les forts abandonnés à la végétation n'étaient plus à Verdun. Au cœur de la jungle, Héry se faisait l'archéologue d'étranges cités perdues. C'est super beau, hein? Qu'est-ce que ça représente? Je sais pas, un visage, une espèce de calot, un béret. Voilà. C'est toujours émouvant de voir des petites traces d'humains sur un lieu où on se dit qu'il n'y a que de la pierre, de la végétation. Et il manque effectivement les hommes pour un peu incarner, pour habiter les lieux. L'enfant est depuis longtemps devenu un homme. Là, on est à l'abri. Héry ne fait plus de ses fortifications des lieux imaginaires, mais la citadelle lui offre un autre voyage. Un voyage dans le temps. Oui, voilà, c'est la caverne d'Ali Baba. Des tuyaux, des ferrailles, de la voie de 40. C'est la voie de 40. Entre les chantiers de Vauban, où l'on se parait des tirs de mousquet, et ceux de la guerre froide, au relent d'armes atomiques, la citadelle condense 3 siècles d'histoire. Le voyage, s'il est loin de ceux des archéologues d'antan, fait tout de même se croiser la souffrance et le stress des hommes qui ont vécu entre ces murs de 1792 à 1944, 5 sièges et batailles de Verdun. Il y en a 90. Oui. Je les ai jamais comptés. Je les ai comptés hier. J'ai toujours trouvé que c'était plus dur à la remontée qu'à la descente. Comme Jean-Luc ou Véronique, c'est accompagné qu'Héry plonge aujourd'hui dans les entrailles de sa ville. Il suffit pourtant d'un ray de lumière, d'un écho au loin, pour que remontent les souvenirs et les peurs de l'enfance. Au pied de la citadelle, au pied de la cathédrale,
a toujours vécu un troisième Verdun. La ville civile et commerçante, celle des aventures de Véronique. Au cœur de cette ville, sous leur maison, les adultes pensaient n'avoir que des caves. Pour les enfants, il y avait bien plus. On s'est un peu rempli de toile d'araignée, et déjà à l'époque ça me faisait peur. Je me couvre. On a creusé, creusé, ça a pris des mois. On restait dans le secret total avec mon ami. On se retrouve à l'école, pas un mot. Je me souviens, j'ai encore cette émotion-là, hein, très forte. C'est beau, hein? Ouais. Déjà, elle m'avait impressionné à l'époque, ces voûtes. Bon. Alors, surprise. Évidemment, il y a un petit peu plus de bazar qu'avant. Mais... Vous voyez les têtes, là? Voilà, on les avait creusées. On avait commencé à les gratter. Impressionnant, hein? C'est quand même assez extraordinaire, moi qui aime bien les gargouilles, de tomber sur un truc pareil. On s'est dit, il doit y en avoir partout. Donc on a été sur ce côté-là. On en a trouvé une autre ici. On a été en découvrir jusque là-haut. Je vais vous montrer. Bon, c'est un peu le bazar, mais... Celle-là, elle est encore bien belle. Et d'un seul coup, c'était un sacré choc parce qu'on avait une espèce de, comment on appelle ça, une barre à mine. Alors on a commencé à donner des coups. Et alors là, c'est grosse frayeur. Parce qu'on s'est dit, non seulement c'est pas ce qui va nous arriver dans la seconde qui suit, mais en plus, ouais, c'était dangereux, puis sûrement encore plus interdit, on avait sûrement fait une connerie, là. Et c'est là qu'on s'est dit, bah voilà, il y a une autre pièce, on va aller fouiner par là. Droite là. J'arrive pas à trouver une stabilité. Ouais. C'est bon. Eh ben c'est parti. Les égouts. L'aventurière en culotte courte venait de découvrir un second niveau. Mais l'aventure était loin d'être achevée. Elle était à 4 mètres sous terre, interrogée par un tas de terre. On a creusé juste pour pouvoir passer. C'est bien, c'est encore pas rebouché. On a de la chance. Ok. Au 3e niveau sous la rue, à 6 mètres, la roche affleurait. Et pourtant, au milieu de la galerie, un nouveau tas de terre. Et tout d'un coup, en creusant, encore une ouverture. Qui n'a pas bougé d'un iota. Ce que j'aime bien, c'est le silence.
Ah ouais, on ne voyait pas passer les heures, ça c'est sûr. Puis c'était autant l'envie de découvrir un trésor, des vestiges, un secret, des tombeaux. On n'avait pas Fort Boyard à l'époque. Hein. Alors notre Fort Boyard à nous, c'était ça. C'était notre passé, notre histoire, tout ce qu'il y avait en dessous de nos maisons, tout ce qu'on pouvait encore y découvrir. On n'aura jamais fini d'en découvrir. Jamais. Avec ses 4 niveaux sous la ville, découverts en grattant, en secret, pendant des heures et des mois, Véronique et son amie ne pouvaient avoir découvert que des souterrains. Ça ne pouvait pas être autre chose, c'était certain. Pour eux, tout au moins. Potager. Élevage. Stockage. De foin. Et de grains. Ces maisons de stockage, on les appelait souvent des granges. Et nous verrons à Verdun, il y a une rue qui s'appelle la rue de la Grange. C'est là où on stockait notamment du grain pour l'alimentation en farine et donc en pain des habitants. Véronique explorait en fait des caves médiévales, simple preuve de l'importance du commerce verdunois au Moyen-Âge. Les marchands y stockaient des tonneaux de bière ou de vin, des viandes séchées ou fumées, enfin toutes sortes de marchandises débarquées des bateaux et des chariots. Non, ces caves à étages n'étaient pas des souterrains, mais peu importait. Avec ses aventures, Véronique réenchantait l'histoire. Ça avait quand même mis 2 ans, cette histoire, parce que je vous le dis, on se retrouvait à l'école, on se retrouvait le week-end ici, on creusait un petit peu, on attaquait l'autre cave, tout ne se faisait pas en 10 minutes. Puis bon, après, l'âge aidant, les chemins de chacun, cette aventure s'est arrêtée là. Ces aventures adolescentes ont réuni sous une même affiche, sans le faire exprès, 3 Verdun. Le religieux, le militaire et le civil, qui depuis 2000 ans se confrontent et se mêlent. Le temps passe et ces secrets d'enfants ont aujourd'hui plus de 25 ans. Pour une ville de 2000 ans comme Verdun, 25 ans, c'est 1/80e de son histoire. 1/80e, c'est beaucoup. Cela donne à la cité le temps de changer. Et ça change tout. C'est bouché, là? Voilà, ça, c'est un éclairage de luxe. J'aurais adoré avoir ça. Et en même temps, ça aurait été moins magique. Je pense qu'une partie du plaisir de la découverte, c'était d'avoir justement une petite lampe qui nous donnait juste un petit aperçu de ce qu'on avait au-dessus de nos têtes. À l'époque, le fossé était en partie déjà remblayé, mais on pouvait quand même se glisser, le haut de la porte était encore ouvert, et on se glissait dans ce petit trou de souris. Et puis il y a 15 ans, ça a dû être remblayé sur 1,50 m ou 2 mètres, et depuis, ben, le passage est fermé. Donc voilà, donc, cette descente est désormais un cul-de-sac.
Vous avez fermé au fond là-bas? C'est fermé, mais juste avec une porte en bois. D'accord. La porte en bois est fermée? Oui. D'accord. Enfin, par l'autre côté. Il y a un vrai dédale ici. Hein. Je ne sais pas quelle est la longueur totale. Et là, c'est muré. Entrée fermée, tunnel détruit, porte murée. La ville a évolué plus vite que les souvenirs d'enfance. De temps en temps, on était dérangés, parce qu'il y avait de temps en temps d'autres visiteurs qui venaient, et quand c'était des plus grands, nous, on n'avait qu'une seule consigne, on se sauve. On se sauvait par la première casse-batte qui s'ouvrait à nous. Et puis, on avait une deuxième descente qui permettait de descendre dans le fossé, mais de l'autre côté, donc côté sud, en fait. Héry, Véronique et Jean-Luc ont maintenant 40 ans. Nous filmions sur les remparts quand M. Jacques Régnier, 70 ans, s'est présenté. Il a suffi qu'il croise notre équipe de tournage. Il a suffi qu'on lui confie les clés d'une galerie qu'il n'avait pas visitée depuis 60 ans pour qu'il retrouve son regard d'enfant. C'est joli, ça. Qu'il se retrouve à l'âge de son propre petit-fils. Les gens ne voient pas. C'est maintenant c'est malheureux de cacher ça. C'est toute beauté, ça. Là-dedans, on pourrait même foutre une chorale, faire chanter les gens là-dedans. Ah, vache. Quand je vois ça. Oh, mon frangin, il serait là, il n'en reviendrait pas non plus. Rentrer là-dedans. Ça, les machins qu'il y a là-dedans. Tu rentrais là-dedans, rentrais avec quatre pattes. Qu'est-ce qu'ils allaient planquer là-dedans, hein? Je sais pas. Enfin. Rendez compte, les gens qui ont fait ça, là, ils sont tous secs, hein, mais c'était quand même joli, hein. Quand on voit qu'ils arrivaient à faire rentrer le soleil et tout, là, c'est beau quand même, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui ont vu ça. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui s'intéressent à tous ces trucs-là. Ah ben voilà! Là, les gars! Voilà! 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 Là, regarde! Tu vois, là, ça sort dans ton école, là. Tu vois les barreaux, là? Tu montes là, tu ressors là-haut, et tout en haut, là où il y a une trappe, tu ressors à l'école. Dans la classe? Dans la cour! Dans la cour? Ouais. Mais là, c'est rebouché, là. Ah bah oui, c'est sûr, ils ont dit maintenant comme ils ont refait. Il y en a, je suis sûr que les instituteurs ne le savent même pas. Bah, je le dirai à mon mec. Bah, il va dire que tu racontes des bêtises, qu'il dira. De temps en temps, il devrait faire des sorties par petits groupes avec des jeunes pour leur montrer un peu tout ce coin-là. Ouais, et puis expliquer pourquoi ça sert. Les occupants de ces maisons le savent peut-être pas, mais sous leur fondation, le terrain est quasiment miné, puisque lorsqu'on a construit les fortifications, on a construit des galeries de contre-mines qui permettaient d'installer des charges de poudre pour faire exploser le terrain des glacis. Donc pour empêcher un ennemi de faire ses travaux d'approche, de faire ses travaux de sape et de s'approcher trop près des remparts. Donc on a sous toutes ces maisons des galeries qui plongent en sous-sol, hein, et qui permettraient, s'il y avait un petit malin, de faire sauter quasiment toutes les maisons du glacis. Allez, là c'est le fond, là, c'est le fond des remparts. Voilà, on a toujours les châteaux d'eau au-dessus de nous. Ça ne change rien, mais on va essayer de trouver l'autre. C'est pas là, tu vois, il y avait tous les caches. Regarde toutes les racines là. C'était tous les caches, certainement pour les soldats de l'époque. Monsieur Régnier se trompe. Fais attention, tu marches, hein, parce qu'il y a des cailloux. Héry nous l'a dit, ce ne sont pas des caches, mais des galeries destinées à être chargées de poudre pour faire sauter l'ennemi qui s'approchait de la citadelle. Quand je suis ici, je dirais que sur le plan émotionnel, c'est une sorte de conflit. Il y a les souvenirs, et puis on a presque parfois un peu honte de ces souvenirs quand on sait ce qui s'est passé ici. On dit bah, qu'est-ce qu'on venait faire, à faire des feux, à s'amuser dans ce territoire qui, au regard de l'histoire, est un territoire un petit peu sacré, en tout cas un territoire dans lequel s'est imprimé un peu la douleur des hommes. Donc voilà, il y a ce conflit ou en tout cas cette conjugaison, hein, entre une mémoire d'enfance et puis la connaissance de l'historien. On ne parle plus à l'imaginaire, on parle à la réflexion, à la raison.
chambre de militaire, là, ils dormaient où? Ah, ils étaient là, je sais pas moi. C'était peut-être là-dedans qu'ils dormaient, peut-être dans les caches, là. Monsieur Régnier se trompe encore, mais il transmet le ressenti de son enfance à son petit-fils. Quoi qu'en disent les historiens, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans une ville, le mystère et l'imaginaire. Ce rapport particulier, initiatique, que l'on entretient avec son lieu natal. Voilà. Hop là. Ça y est, la visite est finie. Cette somme d'expérience vous bâtit comme la ville qui vous a vu naître. J'ai découvert que ces salles voûtées qu'on parcourait comme des gamins, c'était des casemates, que ça avait une utilité, puisque les militaires, quand ils construisent quelque chose, c'est pour des raisons fonctionnelles. Donc j'ai commencé à donner du sens à l'organisation des lieux. Et puis je me suis dit, bah oui, bien sûr, ce bastion, enfin cet endroit, c'est Vauban, c'était les premières défenses de la ville, ça relève d'un programme de travaux. Et puis au fur et à mesure, avec un groupe d'amis verdunois, on a commencé à écrire, à se documenter, à travailler sur des archives, à fréquenter assidûment les réserves de la bibliothèque municipale, donc pour en savoir plus. Voilà. Et ça, je pense que quand on est enseignant, c'est par plaisir et volonté de transmettre. Et pour transmettre, il faut savoir. Les villes, c'est un peu comme des parchemins dont on gratterait, ou un peu comme des cahiers dont vous gratteriez l'encre, vous mettriez du blanco sur vos cahiers pour réécrire dessus. Donc, un perpétuel mouvement de destruction et de reconstruction, jusqu'à aboutir à l'intérieur d'une ville comme Verdun à un emboîtement, un empilement de plusieurs siècles, on pourrait dire presque ici, 2000 ans, 20 siècles d'histoire, qui se sont associés progressivement. Allez, on va remonter la rue du Port de la Madeleine. Imaginons que nous soyons des bateliers, nous transportons de lourdes charges pour les mettre dans les échelles. Monsieur Héry Durup de Baleine est aujourd'hui professeur. Alors, vous allez avancer jusque-là. Pourtant, derrière l'autorité de l'agrégé d'histoire, palpite encore le petit Verdunois de 13 ans. Journaliste et gérant d'une société d'édition, Monsieur Poncin sait ce qu'il doit à ses aventures sous l'évêché. Il y a au moins deux choses qui ressortent de cette période de déambulation dans les souterrains verdunois. C'est qu'on s'y est forgé ensemble, d'une part, le goût du risque mesuré. C'est l'exemple de notre descente dans le puits, où effectivement on a quand même pris quelques précautions préalables. On a acheté un caillou pour essayer de mesurer combien ça faisait. On s'est doté de la corde la plus longue qui soit, mais on ne s'est pas lancé dans une descente en s'accrochant aux pierres. Donc voilà, le goût du risque, premier point. Et deuxième élément, je pense le goût de la persévérance. Parce que quand on regarde le temps qu'on a passé dans cet environnement cathédrale, grand séminaire, palais épiscopal, on a mis du temps avant de trouver les souterrains. Je pense que notre mémoire a effacé un certain nombre d'échecs, mais on est allé chercher, comme je l'évoquais, à la bibliothèque épiscopale. Donc je pense que j'ai conservé ce côté un peu têtu qui fait qu'à partir du moment où effectivement une idée est là, je ne la lâche pas. Alors après, où pourrait se trouver le parallèle sur l'aventure, ben c'est dans ces deux composantes pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, faire de la presse, c'est effectivement participer à une aventure du même acabit pour ces raisons-là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Les caves, les fantômes et les araignées ont fait éclore l'imaginaire de Véronique pour faire de Mademoiselle Mangenot une actrice. J'aimais beaucoup me raconter des histoires, j'aimais beaucoup fabriquer des histoires, des scénarios, toujours dans les déguisements. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ça a collé parfaitement avec ce qu'était ma jeunesse à Verdun. Toutes ces histoires qu'on se racontait dans les souterrains, tous les Sherlock Holmes. Voilà, je suis tombée en plein dedans. Avec le théâtre, c'est exactement ça. Jean-Luc, Héry, Véronique et les autres
sont entrés adolescents dans ces souterrains. Ils y ont fait les 400 coups et nous ont permis de découvrir autrement leur ville. Il y a 25 ans, ils en sont ressortis adultes et se sont intéressés à bien d'autres choses. Il leur a fallu du temps pour qu'ils se rendent compte qu'ils avaient rapporté de leurs aventures un trésor, un vrai trésor, d'incroyables souvenirs d'enfance.